Si t'es là mon cher ami, c'est que t'as envie de devenir média buyer aujourd'hui en 2025. Donc là potentiellement tu te renseignes sur internet, tu te renseignes sur ChatGPT, tu te renseignes sur YouTube, t'es en train de chercher des informations à droite et à gauche, et bah écoute je te le dis, t'es bien tombé. Bienvenue sur cette vidéo YouTube où je vais t'expliquer exactement, je vais te délivrer un guide totalement complet pour savoir comment tu dois devenir média buyer aujourd'hui en 2025. Parce que tu vas voir, il y a pas mal de choses à savoir. Alors rapidement avant qu'on attaque le sujet, laisse-moi me présenter. Moi je m'appelle Nicolas Dorfman, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur et nomade. J'ai connu le media buying il y a à peu près 5 ans maintenant en agence à Paris. J'ai été formé par 2 anciens de Google avant de me lancer en freelance pendant plusieurs années. En freelance, j'ai bossé avec des entreprises comme Nivea, Vestiaire Collective, la Fnac, l'étudiant et encore aussi des startups comme Goodvest par exemple avec qui j'ai bien bossé. Et depuis, j'ai lancé mon accompagnement qui s'appelle Shape Room. J'ai lancé mon bootcamp que j'ai appelé le Shape Camp, où je t'accompagne en tant que salarié à devenir freelance media buyer en 90 jours. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, il y aura marqué forcément en 90 jours parce que le guide que je te donne, c'est grosso modo la structure de mon accompagnement. Donc c'est vraiment une structure inédite. Et en parallèle, j'ai aussi lancé ma propre agence de media buying spécialisée dans ce domaine-là. Et donc depuis que j'ai connu ce métier il y a 5 ans, ça m'a permis d'être libre, de voyager tout en travaillant, de bien gagner ma vie aussi. Et puis surtout, c'était vraiment hyper cool d'accompagner des grosses boîtes, des startups dans leurs projets, à développer leur entreprise. Donc les présentations sont faites, maintenant comment on devient média buyer en 2025. Parce qu'aujourd'hui, si tu souhaites devenir média buyer, c'est que tu as compris que ce métier il était particulier. Donc normalement, si tu regardes cette vidéo, tu sais que le média buyer occupe un rôle clé parce qu'il génère des ventes directement pour l'entreprise, parce qu'il permet de faire connaître une marque aux yeux du grand public, il permet de faire grossir un projet parce qu'il fait grossir les revenus de l'entreprise, et donc au final, l'entreprise en elle-même peut se développer. Et donc cette influence que tu peux avoir sur une entreprise aujourd'hui, et ça les boîtes elles l'ont bien compris. À tel point qu'aujourd'hui, donc je vais te sortir quelques chiffres, les entreprises aujourd'hui en France, l'ensemble, ils investissent 2,5 milliards d'euros par an en publicité en ligne seulement. Donc je te laisse imaginer la somme colossale et tout le travail qu'il y a. Et ces 2,5 milliards rapportent 9,3 milliards d'euros aux entreprises. Donc c'est ultra rentable. Donc il y a un moment donné où les entreprises elles ont compris, les pubs ça fonctionne, à tel point que depuis 2017, et donc maintenant ça commence à remonter, l'investissement en pub en ligne a bien largement dépassé l'investissement en pub télé. Et ça en fait ça ne fait qu'augmenter, t'as une courbe exponentielle comme ça, parce que du coup les 2,5 milliards d'investissements par an que je t'ai dit, dis-toi que ça augmente chaque année entre 8 à 10%. Donc 10% de 2,5 milliards, c'est genre 250 millions si je dis pas de bêtises. Et donc il y a beaucoup de demandes et c'est pour ça que ce métier est très prisé et très demandé parce qu'en fait le problème c'est qu'aujourd'hui la France est en pénurie de ce métier. Si tu vas sur Malte par exemple, donc Malte je te le rappelle c'est la plateforme numéro 1 pour les freelances, et la plateforme recense 20 000 média buyers en France. Et en face de ça, t'as 2,7 millions d'entreprises qui font de la publicité et qui recherchent des profils type média buyer. Et alors on doit se poser la question de pourquoi il y a si peu de média buyers en fait. La raison elle réside dans une note. Moi c'est une note à moi que je mets sur le métier. En gros la note que je donne sur ce métier, le métier de média buyer, c'est 5 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des barrières à l'entrée. Tu vois, il faut être analytique, il faut être stratégique, il faut être commercial, il faut être créatif. Parce que tu gères des chiffres, tu gères la stratégie marketing. Il faut aussi savoir ce que c'est un bon visuel publicité, une bonne vidéo de publicité. Il faut être aussi à l'aise avec le client, à l'oral. Bref, ça demande pas mal de compétences. Et en face de ça, en fait, devenir média buyer, c'est pas si compliqué. Parce qu'en fait, il suffit de comprendre quel est le projet en face, quel est le client, quelle est l'entreprise, savoir lui parler, et ensuite appliquer des méthodes préétablies pour créer les campagnes et gérer les campagnes de publicité. Donc en fait, c'est pas si compliqué. Si je te prends l'exemple de mon accompagnement, par exemple, donc avec Shape Room, mes élèves ils se lancent entre 3 et 4 mois. Et entre 3 et 4 mois, ils sont entre 2000, 2500, voire 3000 euros par mois. Donc en sortant du bootcamp. Et ça, je te parle même pour des gens qui n'y connaissaient absolument rien à la base en fait. Donc c'est pas si compliqué. Donc c'est pour ça que je mets une note de 5 sur 10. C'est plus difficile de devenir media buyer que community manager par exemple, mais c'est plus facile que développeur ou quelque chose dans l'IA, tu vois, par exemple. Et donc, les entreprises ne trouvent pas forcément des media buyers et qui plus est des bons media buyers. Donc je t'ai parlé des 2,7 millions d'entreprises, mais je peux te parler également des 1 million de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché. Et là, je te parle seulement du marché français, Je te parle même pas du marché belge, suisse, luxembourgeois ou canadien. Donc en fait, c'est des millions et des millions d'entreprises qui recherchent des media buyers. Et le dernier élément, avant d'attaquer le guide complet que je vais te donner, c'est que en fait, ce métier, c'est le seul où tu peux vraiment décorréler ton temps de tes revenus. En gros, tu peux bosser à peu près quand tu veux, de n'importe où dans le monde, assez facilement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas gérer les campagnes de ton côté, tu vas les créer de ton côté, et en gros, le seul moment où tu dois te caler avec ton client, c'est pour les calls clients, les appels une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines par exemple. Et le reste, tout se fait en ligne, par mail, sur Slack, sur WhatsApp, peu importe. Et c'est également le seul métier où, si tes campagnes elles marchent bien, tu travailles par exemple 4 heures par mois et tu factures ton client par exemple 1000 euros par mois, ce qui est une moyenne au début, tu vois, pour un petit client. Donc t'imagines, tu peux gagner 1000 euros par mois en travaillant 4 heures par mois, genre c'est un délire quand même. Alors attention, je dis pas que ça va arriver dès le début évidemment, mais c'est quelque chose qui peut arriver et c'est le seul métier qui te permet de faire ça, d'avoir ce lifestyle. Donc là, tu dois certainement te dire, ok, le métier est ouf, j'ai envie de commencer, je veux devenir média buyer tout de suite. Et c'est là où je te présente mon fameux guide complet pour que tu deviennes média buyer en 90 jours. Le grand prince. Première étape évidemment, c'est apprendre
apprendre le métier. Donc, où et comment on peut apprendre ce métier ? Je te fais un classement du pire jusqu'au meilleur. Alors la première manière d'apprendre le métier, ça peut être sur YouTube et sur Internet. Sauf que le problème, c'est que évidemment, tu dois t'en douter, il y a beaucoup d'informations, il y a à boire et à manger, tu sais pas ce qui est vrai du faux, bref, c'est assez compliqué et tu vas mettre du temps. Deuxième solution, c'est que tu rejoins une agence. Sauf que évidemment, ça prend aussi du temps. Parce que tu vas pas rejoindre une agence pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois. Tu vas y rester peut-être 1 an, 2 ans ou 3. En plus de ça, le CDI en agence t'apprend pas à aller chercher des clients, à bâtir ton offre, à faire signer un client, etc., etc. Le troisième moyen d'apprendre le métier, c'est dans une communauté ou un collectif de freelance. Donc ça franchement c'est plutôt cool, le seul truc c'est que c'est pas assez intensif, t'auras peut-être pas des exercices, des mises en pratique, des quiz et des choses comme ça. Ce sera peut-être un peu du contenu passif plus la communauté, c'est déjà mieux que ce que je t'ai présenté précédemment, mais si tu veux vraiment apprendre vite et te lancer vite, c'est pas forcément la meilleure solution. Ensuite la quatrième solution c'est une formation. Une formation donc en vidéo, sans coaching, sans mentoring ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs je te l'ai pas mentionné, mais dans la partie communauté et collectif, t'auras peut-être pas de mentorat et de coaching, ce qui est très important. Et donc pareil pour la formation vidéo, fais très attention à ça, moi c'est ce que j'appelle des formations Netflix. Tu as besoin d'être suivi, d'avoir un mentorat, du coaching, parce qu'en fait, si tu es accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par les étapes par lesquelles tu vas passer, et en fait tu vas beaucoup plus vite. Donc c'est là où on arrive sur l'avant-dernière solution, qui est la deuxième meilleure à mon sens, c'est le coaching et le mentorat. Voilà, donc tu n'as peut-être pas de formation vidéo pour le coup, donc un peu compliqué si tu veux faire ça en asynchrone tranquillement de ton côté. Mais par contre là, tu es mentoré, tu es coaché par quelqu'un, tu es suivi peut-être en one-one ou en petit groupe, donc ça c'est vraiment cool. Et donc en fait la solution ultime, la toute première, c'est un accompagnement. Quand je dis un accompagnement, c'est quelque chose de complet, où tu as de la formation vidéo, tu as du coaching, tu as du mentorat et tu as une communauté. Et moi c'est pour ça que j'ai fondé Shape Room sur cette base-là. Dans mon accompagnement par exemple, tu vas avoir une formation vidéo. Donc tu as une plateforme avec plein de vidéos, plus de 20 heures de formation. Tu as des coachings toutes les semaines, en one-one et en petits groupes. Il y a une communauté évidemment sur Discord avec tous les élèves, avec tous les coachs et avec moi évidemment. Et en plus de ça, tu as des quiz, des mises en situation, des exercices pratiques, etc. C'est très important. Et donc tout est fait pour que tu te lances le plus rapidement possible en tant que freelance media buyer. Et quand tu obtiens ton premier client, parce que moi mon rôle c'est de t'accompagner jusqu'à que tu aies ton premier client, moi je te lâche pas tant que tu l'as pas, et tu rejoins notre collectif derrière. Derrière on a une communauté qui est grandissante avec des freelance experts qui sont passés par Shape Room. Et le but c'est que ce soit une continuité, parce que c'est bien beau de se lancer en 3-4 mois, mais derrière tu as forcément besoin d'aide, tu as forcément des questions, voilà, tu as forcément des petits sujets un peu spécifiques. Deuxième étape pour l'apprentissage du métier, c'est grosso modo qu'est-ce qu'il faut savoir, quelles connaissances il faut avoir pour devenir media buyer. La première chose à connaître, c'est le marketing digital. Parce que même si toi tu veux t'expertiser sur de la publicité en ligne, il faut que tu comprennes l'écosystème en fait. Il faut que tu saches ce que c'est le SEO et à quoi ça sert. Il faut que tu saches ce que c'est l'emailing. Il faut que tu saches comment ça fonctionne l'affiliation, le social media. Bref, il y a beaucoup de choses à connaître. Et ce qui est important, c'est de comprendre l'écosystème. Parce que quand tu vas discuter avec un client et travailler avec lui, il faut que tu comprennes lui ses problématiques, ses besoins et dans quel écosystème il intervient. Parce que la publicité en ligne, c'est un carrefour entre beaucoup de choses. C'est un carrefour entre un bon site internet, des bonnes créas, un bon social media, etc., etc. Ensuite, la deuxième chose que tu dois apprendre évidemment, c'est les fondamentaux du media buying. Donc tu as la technique, grosso modo comment ça marche, le tracking, comment marche l'algorithme, etc. Les visuels des pubs, c'est quoi un bon visuel, c'est quoi une bonne vidéo, c'est quoi un bon site internet, une bonne page de vente, une bonne page produit, comment on cible sur Google, sur Meta, comment ça marche, et surtout le plus important, comment on gère et on optimise les publicités. Ça c'est 80% de ce que tu dois savoir. Après le troisième élément que tu dois connaître, c'est les plateformes. Google, Meta, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Toujours dans le chapitre numéro 1 sur l'apprentissage du métier, le quatrième point c'est que tu dois pas tomber dans le apprendre pour apprendre. Il faut faire attention parce qu'en fait souvent quand tu te lances et que tu apprends un métier, tu te dis putain mais ça je connais pas, ça je sais pas faire. Bah oui, il y a des trucs que tu sauras pas faire tout de suite dès le début et c'est normal. Il faut faire attention à ça parce que si tu tombes dans un apprentissage constant, en fait tu vas jamais te lancer. Il faut alterner entre de la théorie et de la pratique et du lancement aussi. Et enfin, le dernier élément de ce premier chapitre, c'est savoir comment on gère un client. Ça c'est ultra important. Moi je dis souvent qu'un bon freelance c'est 60% en relation client et commercial, 40% technique. T'auras beau être le meilleur media buyer, savoir faire la meilleure publicité du monde, si tu sais pas te vendre, t'auras pas de client. Et donc c'est pour ça que l'étape 2, le chapitre 2 de ce guide est très important. Alors tu vas peut-être me dire avec ton esprit cartésien de français, oui mais c'est bullshit cette étape numéro 2. Non, c'est ultra important, moi je le vois sur mes élèves et je l'ai vu sur moi. Tout ce que je te dis ici, ça a été mon chemin, ce que j'ai expérimenté et ce que mes élèves expérimentent. Et je peux te parler par exemple de Lucien, tu vois, qui s'est lancé en 3-4 mois et qui fait aujourd'hui 3600 € par mois à côté de son job. Je peux te parler de Sonia aussi qui s'est lancée en 4 mois, qui n'avait rien et qui aujourd'hui gagne 3000 € par mois. Donc tout ce que je te dévoile ici, c'est purement et simplement ce qu'on voit dans Shape Room. Donc c'est ultra important que tu puisses comprendre, noter et appliquer ce que je suis en train de te dire. Donc le deuxième élément, le deuxième chapitre, c'est la partie mindset. Et c'est très important ce que je suis en train de te dire parce que sur les deux derniers points, on touche à l'état d'esprit. En fait, quand tu es salarié et que tu te lances en freelance, t'as un changement
changement de paradigme, tu as un changement d'identité. Et en fait, beaucoup de personnes sous-estiment le changement intérieur. Et je te rappelle que pour changer son monde extérieur, parce que si tu veux devenir média buyer, c'est que potentiellement tu veux peut-être travailler tout en voyageant, gagner plus d'argent ou je ne sais quoi. Donc tu veux changer ton monde extérieur. Mais pour changer son monde extérieur, il faut d'abord changer son monde intérieur. Et donc la partie mindset est un pilier pour que tu puisses apprendre ce métier et devenir ce que tu souhaites devenir. Donc mindset, qu'est-ce que tu dois avoir? Premièrement, une vision. Où tu vas, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton arrivée, c'est quoi le sommet de ta montagne. Deuxième chose, c'est pourquoi tu le fais. Faut mettre du sens dans ce que tu fais. Pourquoi tu fais ça pour toi et pourquoi tu fais ça aussi. Il faut un pourquoi également sur le monde qui t'entoure. Peut-être que tu vas avoir de l'impact pour certains projets, tu vas offrir des beaux cadeaux à ta famille, j'en sais rien. Troisième élément, c'est la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ta vision, donc tu sais où tu vas, tu as ton cap. Le truc, c'est que là, le risque, c'est que tu regardes tout en haut, tu te dis oh putain, c'est bien haut, c'est compliqué, il y a tout ça à faire. Là, à la suite du guide, tu vas certainement dire putain, il y a trop de trucs, mais c'est normal. Et c'est pour ça que la stratégie des petits pas est importante. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as ton cap, tu as le sommet de ta montagne, ensuite tu rabaisses le regard et en fait, tu te demandes quels sont les plus petits pas possibles que je peux faire chaque jour pour pouvoir y arriver et commencer à avancer. Si je te prends l'exemple d'une randonnée par exemple, donc on reprend le sommet de la montagne, et bah ta randonnée, tu la commences pas en courant, tu vas tranquillement, voilà, tu prends des fruits secs, de l'eau, machin, bref, voilà, tu vas tranquillement jusqu'à atteindre le sommet de ta montagne. Et bah la stratégie des petits pas, c'est pareil. Ensuite, le quatrième élément que je te recommande, c'est le fear setting, c'est de te mettre face à tes peurs. En gros, tu fais un tableau avec 3 colonnes. Tu listes tous les obstacles, toutes les peurs que tu as. Deuxième colonne, tu vas lister donc comment tu préviens ces obstacles, comment tu préviens ces peurs. Donc typiquement, je sais pas, j'ai peur de ne pas avoir de clients. Et bah comment je fais pour éviter cette situation-là? Je prends une formation, un mentor, je prospecte, bref. Et ensuite, troisième colonne, tu vas lister comment tu répares cette situation. C'est-à-dire que, imaginons ça arrive, parce que ça peut arriver, et bah comment je la rattrape? Donc si vraiment je me lance et je trouve pas de clients, comment je me rattrape? Peut-être que je retrouve un taf et je me lance à côté, peut-être que je prends une formation, peut-être que je redouble d'efforts sur la partie prospection, bref, il peut y avoir plein de solutions. Toujours dans le chapitre mindset, le cinquième et avant-dernier élément, c'est ton environnement. Ça, c'est ultra important. Je pense qu'on sous-estime tous l'impact de l'environnement, qu'il soit naturel comme social. Donc quand je dis environnement naturel, je te parle de ton environnement de base en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je sais pas, ça fait peut-être plusieurs années que tu es étudiant ou alors plusieurs années que tu es en CDI, et si à ce moment-là tu souhaites te lancer en freelance, donc ça veut dire changement d'identité, évolution de style de vie, etc. Bah en fait, si tu restes dans le même environnement, il y a une certaine énergie qui va potentiellement te retenir vers qui tu es aujourd'hui, vers qui tu étais. Toi, tu as envie d'avancer, mais l'énergie du lieu peut te retenir. Et ensuite, tu as évidemment ton environnement social. Donc les gens que tu fréquentes, si imaginons, bah, c'est que des personnes qui ne sont pas en freelance ou qui ne sont pas entrepreneurs, et bah ça va créer de la friction. Comme on dit, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc en fait, si tu prends cette phrase au pied de la lettre, ça veut dire que tu dois t'entourer de freelance. Parce que ton cerveau va naturellement infuser avec leur cerveau, leur énergie. Et en fait, imaginons que tu es déjà entouré de freelance, et bah tu seras naturellement inspiré et tu vas te mettre en marche pour devenir freelance media buyer. Et ensuite, le dernier élément de cette étape 2, c'est la loi de Pareto. C'est le 80-20. Il faut que tu te concentres sur l'essentiel, ok, étape par étape. Donc par exemple, si l'essentiel c'est d'apprendre le métier, t'apprends le métier et tu bombardes. Ensuite, si l'essentiel c'est de trouver des clients, et bah tu trouves des clients. Et tu fais vraiment le 80-20 dans le sens où tu te concentres sur 20% de ce que tu dois faire pour créer 80% de valeur. Chapitre 3 de ce guide, il faut que tu travailles ton offre et ton positionnement. Pour que tu sois bien positionné, que tu sois irrésistible, que tu fasses la différence, il te faut une offre irrésistible. Pour ça, il y a 4 critères, 4 variables. La première variable, c'est évidemment comment tu réponds aux problèmes de ton prospect. Comment tu l'aides à réaliser ses rêves. Donc ça, il faut que tu te poses la question parce que ça va être les fondations de ton business, de ton offre et de ce que tu fais en tant que media buyer. C'est tes process, ta méthode, etc. Deuxième variable que tu dois prendre en compte et maximiser, c'est la valeur perçue. Donc en fait, il faut que ton prospect se dise ok, waouh, son offre elle est tellement adaptée, tellement parfaite que je ne peux que y arriver en fait. En fait, le but de cette variable, c'est de montrer à ton prospect comment tu vas maximiser ses chances de succès. Donc ça peut être par des exemples clients, par un audit, par une stratégie, une méthode, bref, des exemples, plein de choses. Ensuite, la troisième variable, ce que tu dois minimiser, c'est le temps, le délai. En gros, quand tu commences à travailler avec un client, quel est le grosso modo le temps imparti pour aller chercher les résultats? Ça, il faut que tu le minimises. Il faut que le plus rapidement possible, tu puisses maximiser les chances et aller chercher le succès. Et ensuite, la quatrième et dernière variable, qui est très importante aussi, que tu dois minimiser, c'est l'effort à fournir côté client. Ton client, il doit fournir le moins d'efforts possible. Il doit pouvoir te faire confiance, tu dois travailler en autonomie et il doit pas se poser de questions. Il doit être aussi au courant de ce que tu fais, évidemment. Toujours dans le chapitre 3, offre et positionnement, ensuite, il faut te nicher. Qu'est-ce que j'entends par nicher? C'est qu'il faut te spécialiser. Tu peux pas aujourd'hui, en 2025, devenir media buyer et tout faire à la fois. Google Meta et t'accompagne tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas te retrouver dans un océan de media buyers. Même si je te l'ai dit, ok, il y en a pas tant que ça comparé au nombre d'entreprises, il faut que tu puisses faire la différence. Il faut que tu puisses te démarquer sur le marché. Et ce, rapidement, idéalement. Parce qu'en fait, ce nicher te permet d'émerger rapidement, te permet d'avoir des clients rapidement, d'en apprendre beaucoup assez rapidement et ensuite de pouvoir augmenter tes prix. Donc je te prends l'exemple de Lucien par exemple, qui est passé par chez Pro, mais qui lui s'est niché sur les formations en continu pour adultes. Et il accompagne ses clients seulement sur Google Ads. Donc lui, c'est ultra niché, mais ce qui lui permet aujourd'hui de signer un client sur 2. Et ce qui lui permet en 3-4 mois de gagner 3600 € à côté de son job en fait. Et ensuite, le troisième élément de ce troisième chapitre, c'est comment tu factures. Donc ça, c'est assez simple. Moi, je te dis, évite le TJM.
donc le taux journalier moyen, parce qu'en fait, si on se réfère à la deuxième variable que je t'ai énoncée tout à l'heure, la valeur perçue, et ben en fait, ton client, si tu lui vends du temps, bah, il va comprendre que ce que tu vends, c'est seulement du temps. C'est un peu inconscient, mais il faut l'avoir en tête. Donc comment tu factures? Bah tu ne factures pas au TJM, tu factures un package, une solution. C'est grosso modo, ok, pour bosser avec moi, ça coûte tant, et typiquement en tant que média buyer, en fait, ça run tous les mois, en fait, c'est un abonnement, c'est un forfait, parce que les entreprises recherchent des relations sur le long terme, un média buyer pour gérer les publicités sur le long terme. Donc en fait, si tu factures 1000 € par mois pour un client, et bah t'as 1000 € qui tombent tous les mois automatiquement. Et donc pour ça, il faut vendre en gros un accompagnement, un forfait. Tu vends pas juste du temps. C'est grosso modo comment ça se passe avec toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, est-ce que tu sors de ta zone de confort, bref, plein de choses comme ça. Quatrième et avant-dernier chapitre de ce guide complet pour te lancer en tant que média buyer en 90 jours, là on attaque le vif du sujet. Ce quatrième chapitre, c'est comment tu vas trouver tes clients. Eh oui, je pense que ça, c'est ce que tu attends le plus. Alors déjà, disclaimer, j'entends beaucoup de oui, j'ai pas envie de poster sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. Tu n'es pas obligé de poster sur les réseaux. Moi, pendant 3 ans de freelancing, je n'ai pas posté une seule fois sur LinkedIn ou ailleurs. Et ça m'a pas empêché de faire 3800 € à côté de mon job, quand je me suis lancé à côté, et faire 10 000 € quand j'étais à 100% freelance. Et je peux te prendre l'exemple aussi de Sonia, par exemple, je t'en ai parlé tout à l'heure, elle fait aujourd'hui 3000 € par mois, elle vient de se lancer il y a environ 3-4 mois, et elle a jamais posté sur LinkedIn. Donc concrètement, comment tu vas trouver tes clients? Bah déjà, la première chose à faire, et ce qu'on sous-estime tout le temps, c'est le réseau. C'est tout bête, hein, mais ton réseau, il est là, il est existant, il est solide. Donc utilise ton réseau. Comment tu peux l'utiliser? Pour moi, j'ai une méthode qui est bien à moi, et que j'enseigne aussi au sein de Shape Room, c'est un système de scoring. En gros, tu as 2 variables. Tu as le pouvoir et la proximité. Et donc sur ces 2 variables, tu vas mettre une note entre 1 et 10. Donc par exemple, je te prends un ancien collègue à toi, proximité, tu peux mettre, allez, je sais pas, 6 sur 10, peut-être 7 sur 10 si vous étiez bien potes, ou plus. Et si ton collègue, aujourd'hui, je sais pas moi, il est manager ou il a un poste assez élevé, en termes de pouvoir, pareil, tu vas mettre peut-être 7, 8 sur 10. Et en fait, ce système de scoring va te permettre d'identifier les personnes que tu vas aller contacter en premier. Donc par exemple, celui avec qui tu es proche et qui a du pouvoir, vas-y, va le contacter. Parce qu'en même temps, c'est un peu ton pote, voire c'est carrément ton pote, et il a du pouvoir. Et donc ça peut être aussi par exemple un membre de ta famille. Donc ça, tu peux aller discuter avec eux. Voilà, en disant voilà, je me lance en tant que média buyer, je serais intéressé de discuter avec toi, juste pour qu'on puisse échanger, etc., etc. Ensuite, pour utiliser ton réseau, va chercher tes relations sur LinkedIn. LinkedIn, t'as forcément peut-être 200, 300, 500, 1000 ou j'en sais rien, mais t'as plein de relations, va fouiller. Il y a forcément des profils intéressants. Ensuite, le deuxième élément pour aller trouver des clients, c'est développer son réseau. Donc là, je t'ai dit comment l'utiliser. Le deuxième élément, c'est comment tu le développes. Écoute, là, c'est assez simple. Faut se lever de sa petite chaise, bouger son cul et aller rencontrer les gens. Donc tu vas sur des salons, tu vas dans des coworking, after work pour freelance, t'as des collectifs aussi de freelance que tu peux rejoindre, des réseaux d'affaires également, et aussi des meet-up par exemple. Donc t'as une application d'ailleurs qui s'appelle Meetup que j'utilisais beaucoup, où t'as plein d'événements qui sont référencés. Des talks, des salons, des meet-up, etc. Ne pas oublier aussi que tu peux nouer des partenariats avec d'autres freelances. C'est-à-dire par exemple, tu peux prendre un freelance plus expérimenté que toi et lui dire voilà, je me lance, etc. Et j'aimerais bien bosser avec toi, avec tes petits clients ou dont t'as pas forcément envie. Tu peux aussi trouver des freelances complémentaires à ce que tu fais. Donc des freelances qui font des visuels sur Meta, des freelances qui font du SEO par exemple. C'est des compétences qui sont complémentaires aux tiennes et donc il peut y avoir de l'acquisition client grâce à ça. Donc en fait typiquement un freelance qui fait de la créa visuelle pour de la pub, il peut te dire écoute, je viens de faire des créas pour une entreprise, ils sont très intéressés pour changer de média buyer, est-ce que ça t'intéresse? Troisième élément de ce chapitre 4 pour aller trouver ses clients, c'est que tu vas optimiser ton profil LinkedIn et ton profil Malte. Ça peut paraître bête, mais je te jure que je vois beaucoup de profils LinkedIn qui ne sont pas optimisés et des profils Malte, pareil, qui ne sont pas optimisés. Et tu vois, je te prenais l'exemple de Lucien, encore une fois, très bon élève, dis donc. Et lui, il a optimisé son profil Malte comme jamais. Mais lui, grâce à Malte, il a dû trouver, je crois, 2 clients sur les 4 qu'il a. Donc très important d'optimiser son profil. Il a également des demandes sur LinkedIn aussi. Parce qu'il poste et parce qu'il a un profil bien optimisé. Ensuite, le quatrième élément, et je pense que c'est certainement le plus important de cette étape 4, c'est une stratégie de prospection. Alors oui, je sais, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas envie de prospecter et tout, ça fait un peu racoleur, ça fait un peu je quémande, j'ai pas de clients, je suis en galère. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que sinon je pourrais en faire une vidéo complète, mais ça, il est question de mindset. En fait, le truc, c'est que si tu abordes la prospection de cette manière-là, c'est que 1, t'es pas en confiance avec tes compétences, 2, tu sais pas pourquoi tu le fais, parce qu'en fait, si tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que tu veux aider des projets à grandir en fait. T'es là pour aider une entreprise, ni plus ni moins. Donc tu vas voir si une entreprise est intéressée par tes services. C'est tout. Tu vois, ni plus ni moins, et ça se trouve, elles sont pas intéressées, et c'est pas grave, on passe au suivant. Tu vas simplement engager les discussions pour aller identifier des problématiques, et ensuite potentiellement demander un appel, qu'on appelle souvent appel de découverte. Donc moi, ma méthode est la suivante, c'est assez simple. En gros, tu vas référencer 100, 200, voire plus d'entreprises dans une liste que tu souhaites aller prospecter. Le but est de sourcer des centaines d'entreprises, avec du coup les contacts clients, donc pour ça, LinkedIn, c'est la meilleure plateforme. Donc tu vas cibler des directeurs marketing, des responsables d'acquisition, ou même des CEO, si tu vas contacter des petites boîtes, et ensuite tu vas engager
d'engager des discussions. Et en fait, quand tu engages la discussion, le but c'est d'identifier des problématiques et des besoins. Donc tu peux aller voir par exemple leur site internet s'il est bien fait, tu peux aller voir grâce à Facebook Ads Library, Google Ads Library, tu peux voir la qualité des publicités et faire des retours. Bref, tu vas identifier un point de friction, tu vas lui en parler, et ensuite tu vas répondre à cette problématique, tu vas lui donner de la valeur, ça va le rassurer, et tu vas montrer au client qu'en fait t'es pas là pour le démarcher, tu ne te vends pas. La prospection c'est ça, c'est que tu ne te vends pas. Tu donnes de la valeur. Et une fois que c'est fait, là tu lui proposes, s'il est intéressé, un appel pour aller plus loin, pour voir si tu peux l'aider ou pas d'une manière ou d'une autre. Donc là je t'ai résumé la technique assez rapidement évidemment, parce que voilà, il y a plein d'étapes à suivre, mais grosso modo c'est ça que je te recommande de faire. Mes élèves font pareil et ça fonctionne. Et moi j'ai fait pareil en tant que freelance, et puis on fait pareil avec mon agence de publicité. Ensuite, le 5e élément de ce chapitre 4, et l'avant-dernier, c'est ce que j'appelle un tunnel de conversion optimisé. Donc c'est-à-dire que d'un point de vue opportunité, c'est pas ce qui va manquer en media buying, parce qu'il y a de la demande. Donc tu vas forcément trouver des agences ou des marques qui veulent travailler avec toi. Ce qui va faire la différence, c'est ta manière de gérer tes calls de vente, ta manière dont t'amènes un client à signer. Ça c'est ultra important. Et donc pour ça, il faut que tu aies un tunnel bien délimité avec grosso modo des scripts, comment tu gères tes appels de vente, qu'est-ce que tu dis, quelles questions tu poses, est-ce que tu fais 1 ou 2 appels, parce que moi typiquement ce que je fais, ce que je te recommande, c'est un appel découverte où tu vas cibler les problématiques, les besoins, donner un peu de valeur et ensuite proposer un audit ou une stratégie pour aller plus loin et lui dire bah écoute voilà, ça c'est l'état des lieux, voici ce que je te propose. Et donc ça va renforcer les variables dont je te parlais précédemment pour l'offre et le positionnement. Et ce que je te recommande aussi également, c'est de te mettre en situation. Un de tes potes peut jouer le client, toi tu vas jouer le freelance et tu te mets en action. Et petit bonus pour ce chapitre 4, ce que je te recommande et c'est le dernier élément, c'est poster sur LinkedIn. Alors t'es pas obligé comme je te l'ai dit, mais ça va renforcer ton image, ta crédibilité. En fait ça va embellir ta vitrine et du coup ça va renforcer ton image quand tu vas aller prospecter tes futurs prospects. Donc je te recommande de poster sur LinkedIn. Maintenant, si t'en as pas envie, c'est pas obligé. Et le 5e et dernier chapitre que tu dois avoir en tête, et ça c'est aussi très important, c'est avoir de l'aide tout le temps. Donc je t'ai parlé de formation, de mentorat, de coaching, etc. Donc ça, pour moi, c'est un peu une première étape, si tu veux. C'est te lancer, te propulser. Mais ensuite, derrière, comme je te l'ai dit, tu auras forcément des questions, tu auras forcément besoin d'aide. Et donc, il faut quelqu'un ou un groupe de personnes qui peuvent te suivre. Donc à ce niveau-là, je te conseille de rejoindre une communauté, un collectif, un mentorat, bref, peu importe. Il faut pas que tu sois lâché tout seul dans la nature, face à YouTube ou je ne sais quoi. Il faut que tu aies de l'aide. Il faut que tu puisses poser tes questions avec un expert du domaine qui s'y connaît. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à identifier une bonne formation, un bon mentorat, un bon accompagnement, il faut absolument que tu sois accompagné par quelqu'un qui, a de l'expérience dans le domaine. 2, idéalement, cette personne-là a déjà fait de l'agence. Comme ça, elle a une réelle expérience en CDI en agence. 3, donc c'est du coup un accompagnement avec du mentoring, du coaching, des exercices pratiques et de la formation vidéo. 4, avec une communauté également, du partage avec des élèves pour avoir cette force collective. Et 5, il faut que tu identifies, il faut que tu vois si le programme est à jour et s'il est mis à jour continuellement. Pour pas que tu tombes sur une formation Netflix où le truc il a été fait il y a un an et il n'a pas été mis à jour. Et donc c'est pour ça qu'avec ShapeRoom, j'ai rassemblé tout ça. Donc je te parle rapidement de ShapeRoom. ShapeRoom, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème dans lequel tu retrouves un bootcamp. Le bootcamp, il est là pour te propulser en 3-4 mois. Tu apprends le métier, tu apprends à trouver des clients et tu apprends surtout à bâtir un business stable et rentable. Donc dedans, tu as une plateforme de formation vidéo en ligne avec plus de 20 heures de formation. Tu as des fiches récapitulatives, des quiz, des mises en situation, des exercices pratiques. Bref, tu as plein de choses pour t'exercer. En plus de ça, il y a du coaching toutes les semaines et du mentorat, que ce soit en petit groupe comme en one-one. Tu as également des exercices en live pour devenir media buyer. Donc tu apprends à créer des campagnes, à faire une stratégie publicitaire, à mettre en place un tracking, bref, beaucoup de choses. Dans le bootcamp, tu as également une communauté sur Discord dans laquelle tu retrouves tous les élèves et il y a différents canaux pour différents besoins, pour discuter de l'entraide, poser tes questions, fixer tes objectifs, etc. etc. Et une fois que tu as fini le bootcamp, une fois que tu as ton premier client, et je te rappelle, je ne te lâche pas tant que tu n'as pas trouvé ton premier client. Donc dès que tu l'as, tu rejoins notre collectif que j'ai appelé les Shapers. Donc une fois que tu as ton premier client et les suivants, tu auras 2 coachings par semaine sur le media buying, sur toutes tes questions, toutes tes problématiques clients. Tu as également des formations avancées sur Google et Meta. Tu as évidemment accès à notre réseau d'experts. Et un truc important qu'il faut que tu saches, c'est que les clients qu'on a avec notre agence sont aussi tes clients. Les prospects qu'on a, on te le propose dans le bootcamp ou dans le collectif. Donc on t'apporte des prospects en fait. Ça c'est unique. Et au-delà de ça, on organise aussi des rencontres, des co-living, des coworking, bref, tout ce qu'il faut pour qu'une communauté se sente bien et vive ensemble. Donc si t'es intéressé par ShapeRoom et par le programme que je viens de te présenter, t'as un lien en description, tu peux aller voir comment ça se passe. Sinon voilà, c'est la fin de la vidéo, tu sais tout de comment on devient media buyer aujourd'hui en 2025, t'as un guide complet pas à pas pour pouvoir te lancer. N'oublie pas, ne sois pas livré à toi-même, fais-toi accompagner, fais-toi aider. Parce que si tu suis bien ce guide et que tu mets en pratique tout ça, je te garantis qu'en 90 jours, tu peux atteindre les 2000 €, 3000 € facile, comme mes élèves. Si cette vidéo t'a plu, tu connais la chanson, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux lâcher un commentaire, tu peux aussi partager si ça peut servir à quelqu'un. Et puis sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. À très bientôt. Ciao.